passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui danse l'épuisement pour réinventer le lâcher-prise. Et si l'épuisement n'était pas un simple symptôme de nos vies modernes, mais une force à réinvestir, une expérience à transcender. À l'intersection de la frénésie et de la suspension, du collectif et de la solitude, la danse devient ici un lieu d'exploration intime et politique. Comment nos corps, pressurés par le capitalisme, peuvent-ils retrouver leur souffle dans l'acte même de se dépenser ? Pour ce nouvel épisode du Beau Bizarre, je reçois Baptiste Cazot, danseur, chorégraphe, DJ et explorateur des contradictions. Avec son dernier solo, Give Me a Break, il dessine une cartographie sensible de la fatigue, oscillant entre les échos d'une fête nocturne et le silence méditatif du jour naissant. Une pièce née dans l'isolement des confinements, mais qui offre un puissant espace de résistance, de souvenirs et d'abandon. Mais d'abord, quelques mots de contexte avec Jean-Luc Terrade, directeur artistique du Festival 3030 à Bordeaux. Donc je suis Jean-Luc Terrade, directeur artistique des rencontres de la forme courte. Le Festival 3030, ce nom, ça vient d'où ? Au départ, ça vient de 30 secondes, 30 minutes, qui sont les durées minimum et maximales des propositions choisies, qui maintenant j'ai un peu dépassé, parce qu'on est plutôt autour de 40-45 minutes. Et il existe depuis quand ce festival et pourquoi vous avez eu le besoin ou la nécessité de le créer ? Il existe depuis 2004. En fait, je l'ai créé parce que moi je viens du théâtre et à l'époque, je travaillais principalement avec des textes de Beckett, des pièces courtes de Beckett, et je me disais qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité de diffusion par rapport à des formats qui sont en dessous de 3/4 d'heure, 1 heure. Et donc, je trouve que c'est intéressant de proposer à des artistes de créer des formats d'une durée où ils n'étaient pas obligés de se dire on doit faire au moins 50 minutes. Et ce qui souvent ils rallongent les choses parce qu'en dessous de 50 minutes, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas le diffuser. Au départ, c'était plus texte, théâtre sur les 2-3 premières années, et après très vite je me suis tourné vers la performance, et pas la danse mais vraiment la performance. Donc ça s'est glissé petit à petit, le texte a pris de moins en moins de place, et c'est vrai que maintenant on est plus sur de la performance, un peu de danse, mais pas vraiment. Moi, tout ce qui est la danse me fait peur parce que très souvent elle est connotée et elle est codifiée, et ça m'emmerde, quoi. Donc alors c'est compliqué parce que très vite tout a été fait en ce moment, donc mais en fait je me perçois que c'est pas la forme, c'est ce que l'artiste a envie de dire et partager sur le plateau, voilà, donc et qui doit dépasser une sorte de forme, quoi. Depuis 2004, il y a plus de 20 ans d'existence du festival. J'imagine que vous avez dû voir passer des artistes qui étaient encore peut-être émergents à une époque et qu'aujourd'hui peut-être ils sont reconnus par les grandes scènes nationales et européennes. Est-ce que vous auriez comme ça quelques exemples à nous partager qui auraient démarré ou qui auraient eu un peu leur coup de pouce au sein du Festival 3030 ? Je vois 2 exemples, enfin il y en a sans doute plus, mais c'est vrai que Lelaka, et tout d'un coup je reçois un message de Lelaka qui était en début de création de son premier projet, et je ne sais pas pourquoi, je lui ai fait confiance, je ne connaissais pas son travail, et elle est venue présenter son premier solo, mais c'était au tout début de son aventure, et donc j'ai continué à travailler avec elle elle a fait 3 solos, un duo, et donc je l'ai programmé. Et après il y a aussi Volmir Cordero, son premier solo aussi, c'était au début quand il était à Paris, donc c'était au démarrage aussi de ses créations. Donc dans cette édition 2025, parmi les artistes présents qui sont un peu au démarrage d'un parcours artistique de
chanteurs et d'interprètes. Il y a Baptiste Cazaux. Baptiste Cazaux, vous avez rencontré son travail comment et pourquoi vous avez eu... vous êtes dit, il a sa place dans le festival? En fait, j'ai découvert il y a 1 an, simplement, à Danse à Montreuil. C'est une soirée partagée, d'ailleurs, où j'étais plus sur un autre spectacle et j'ai flashé plus sur lui parce que je trouvais que... je sais pas. De toute façon, moi, je choisis les artistes d'une façon instinctive. Ça me parle ou ça me parle pas. Alors, c'est des propositions qui sont dures parce qu'il faut... Enfin, qui sont dures. Il faut rentrer dans l'univers. C'est ça un peu la différence. C'est-à-dire qu'il faut le mériter quelque part. Parce que c'est vrai qu'on pourrait... Bon, Baptiste Cazaux, on peut très bien le refuser facilement, de dire que c'est insupportable. Mais bon, je peux comprendre d'ailleurs. Mais moi, j'essaye que les spectateurs puissent être disponibles à ce qu'ils puissent apprécier et être touchés par autre chose que leur fonctionnement à eux en tant que spectateurs. C'est-à-dire de pouvoir les déplacer. Et c'est vrai que si ils arrivent à ça, tout d'un coup, il y a un univers, il y a l'imaginaire qui est là, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Et comment ça a été justement reçu, cette pièce de Baptiste Cazaux? Très mitigé, très mitigé. J'ai eu des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres qui ont refusé complètement, comme quelque chose d'insupportable. Mais c'est normal, je trouve que c'est pas tiède. Qu'est-ce que ça raconte justement, si on pouvait un peu mettre quelques mots dessus, ce qui est toujours un exercice délicat et impossible? C'est-à-dire que coûte, c'est d'essayer c'est un peu comme une sorte de mouvement obsessionnel qui puisse permettre de s'échapper de lui-même et de trouver une sorte de liberté pour enlever le carcan et les choses qui l'entourent. Bon, c'est un mouvement perpétuel, obsessionnel, qui est sans arrêt, qui revient. Il y a pratiquement qu'un seul mouvement qu'il traite et qu'il mène pendant 40 minutes. Donc voilà, qui se termine d'ailleurs par des chants brésiliens, parce qu'il y a une sorte de liberté aussi du chant brésilien. J'aime bien la confrontation, et ça se termine d'ailleurs par la nature, mais même la nature, il retrouve le son, c'est une boucle infinie. Baptiste Cazaux, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes danseur, chorégraphe, DJ et probablement bien d'autres choses. Un Français exilé en Suisse, un artiste qui fusionne les contradictions pour mieux les transcender. Formé à la danse classique et passé par le Ballet Junior de Genève, vous avez collaboré avec de grands noms de la scène contemporaine européenne comme Olivier Dubois ou Yann Martens. Et depuis 2019, vous développez votre propre travail et vous avez déjà à votre actif 3 pièces. Nous nous rencontrons à Bordeaux, où vous présentez dans le cadre du festival 3030 votre dernier solo, Give Me a Break, que vous avez déjà joué en Suisse au Festival de la Bâtie, mais aussi au Centre National de la Danse à Pantin. Un solo né dans le contexte des confinements, nous allons en parler, mais d'abord, une première question de curiosité. Comment, alors que vous êtes d'abord formé au classique, vous êtes arrivé au contemporain, et pourquoi? Je le disais, que vous avez débuté avec une formation de danse classique avant de rejoindre le Ballet Junior de Genève. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce pas de côté, et comment ce passage par le classique a-t-il peut-être influencé votre approche artistique actuelle? Alors oui, j'ai été formé au ballet. Disons que je suis vraiment rentré dans une pratique régulière du ballet quand j'étais au lycée. Je faisais des horaires aménagés et j'étais élève dans une formation professionnelle de ballet à Biarritz. En fait, moi, j'ai fait du ballet parce que on m'a dit Baptiste, si tu veux devenir danseur, il faut que tu fasses du ballet, il faut que tu en fasses beaucoup, c'est la base de tout. Il n'y a que comme ça que tu vas réussir à devenir danseur. Et du coup, j'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés, mais moi, j'ai jamais été très intéressé par le ballet classique. Je trouve que c'est une technique hyper riche, hyper intéressante, qui construit vraiment le corps dans une architecture très précise, mais c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait spécialement, voilà, en tant que danseur ou en tant qu'interprète. Et en fait, moi, j'ai toujours eu envie de créer des spectacles. J'ai toujours été plus intéressé par la danse contemporaine, mais je pense que il y a des croyances autour de l'académisme qui sont un peu biaisées. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais donner un conseil, par exemple, à une jeune personne qui me dit qu'elle aimerait bien devenir danseuse, je lui dirais pas il faut absolument que tu fasses du ballet, il n'y a que comme ça que tu vas y arriver. Voilà, je lui dirais peut-être de faire confiance aussi à ses instincts et à ses désirs et à se plonger dans ce qui l'intéresse, en fait. Même si je dis tout ça, mais c'était super de faire tout ce ballet et ça m'a beaucoup appris. Et, Justement,
justement, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette pratique-là, cette discipline-là, à votre créativité aujourd'hui ? Je pense que ça m'a apporté beaucoup de rigueur, une grande technicité, mais dans ma pratique artistique, j'ai l'impression que j'ai dû passer par un passage de déconstruction par rapport justement à cet académisme, à ces rapports hiérarchiques qui existent dans le ballet ou dans les grandes compagnies de répertoire. Finalement, ma formation, c'était une formation de danseur de répertoire. C'était travailler un corps versatile, un corps qui sait s'adapter, un corps qui connaît différentes approches de mouvement. Mais finalement, en développant en fait une versatilité et une technicité dans différentes pratiques, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment pu approfondir ces dites pratiques et que c'est en fait en commençant à créer mon propre travail ou en travaillant avec des chorégraphes en tant que professionnel que j'ai pu en fait déconstruire ce bagage que j'avais reçu, dans un sens où j'ai pu désapprendre mais aussi apprendre à utiliser les forces que ça m'avait données. Avant d'entrer dans ce dernier projet, j'aimerais vous faire entendre une première capsule sonore. La première fois que j'ai vu Baptiste Cazaux sur scène, ça devait être en 2017. Il était encore étudiant au Ballet Junior à Genève. Par la suite, je l'ai retrouvé en tant que chorégraphe pour sa première création dans le cadre du programme Extra Time au Phare Festival des Arts Vivants de Nyon, où dans ce contexte, il avait présenté sa première création, exercice de style numéro 2. Plus tard, il m'a contacté pour discuter de son désir, mais aussi le nôtre, de rejoindre le programme d'artistes associés que nous venions de mettre en place depuis 2018 à l'Abri à Genève. Et donc, il a rejoint le programme d'artistes associés en septembre 2020. Et depuis, on est toujours en lien et on travaille encore ensemble, à l'Abri. Travailler ensemble à l'abri. J'adore cette phrase et je la trouve éloquente à plein d'égards. Ici, la voix de Rarès, que je vais vous demander de présenter en revenant sur ces années d'abri que vous avez eues dans ce lieu pour travailler donc et mener votre recherche à l'abri, justement, de l'agitation productiviste. Qui est Rarès et qu'est-ce que ça a représenté pour vous, ces années à l'abri ? Alors déjà, ça me touche beaucoup ce message. Alors Rarès, c'est du coup le directeur de l'Abri, qui est un lieu de résidence pour jeunes artistes à Genève. Du coup, des artistes en début de parcours, qui est ouvert à une multiplicité de pratiques allant du spectacle vivant aux arts plastiques, à la musique. Et ouais, moi j'ai intégré les rangs de l'Abri en 2020 du coup, et ça a été un moment hyper important pour moi, dans le sens où c'était justement en sortie de confinement, après un gros passage à vide, un gros moment de dépression, et ça a été un refuge, un endroit où j'ai pu aller travailler sur ma pratique. J'y ai créé un spectacle qui s'appelle Perfect Pitch, qui était ma deuxième création, que j'ai créé en collaboration avec Nelson Chaub, qui signe aussi la musique de Give Me a Break. En fait, c'est un endroit où j'ai énormément passé du temps à discuter avec les autres artistes qui étaient présents sur place, à créer des connexions, des amitiés, des échanges, et où j'ai vraiment pu passer du temps à expérimenter ma pratique en tant que chorégraphe. C'est un endroit où j'ai eu énormément de déclics, et c'est aussi un endroit auquel je retourne très souvent, que je trouve plus que essentiel dans le paysage artistique européen. On va retrouver tout à l'heure Rarès, mais je le disais au début, votre projet Give Me a Break prend racine dans le contexte des confinements successifs que nous avons traversés à partir de l'année 2020, une pièce qui nous invite à explorer les tensions entre solitude et collectif, entre immobilité et frénésie. Comment cette pièce s'inscrit dans le parcours des premières créations ? Est-ce que c'est plutôt de la rupture ou de la prolongation ? Sans entrer dedans pour le moment, mais juste l'inscrire en peut-être convoquant les deux premières. J'ai envie de dire qu'elle s'inscrit à la fois en rupture et en continuité. Depuis que je crée des spectacles, les questions qui m'intéressent, c'est des questions d'improvisation, d'utiliser l'improvisation comme un outil de composition, de développer des dispositifs ou des pratiques qui permettent une écriture instantanée au plateau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans mes deux premières créations, où je travaillais vraiment autour de questions de composition. Et en fait, Give Me a Break est arrivé à un moment où j'ai compris que c'était OK
de parler à partir de ma position d'individu, de parler de moi, de parler de mes émotions, des choses que je traverse, et d'inclure tout ça aussi dans un contexte plus global, un contexte politique, un contexte social. Et ça a été un vrai déclic pour moi, et ça m'a permis aussi de déconstruire des schémas de pensée que j'avais construit autour de comment est-ce qu'il fallait faire un spectacle. Et j'avais aussi un désir de me rapprocher d'une approche plus performative du mouvement. Je pourrais pas dire moins chorégraphique parce qu'il y a quand même énormément de mouvements. Je traverse vraiment des états de danse, mais à avoir une approche plus brute, plus directe. Voilà, ancrer tout ça dans des questionnements qui sont autobiographiques. Et aussi, j'ai une approche de la chorégraphie qui est très musicale. Disons que je dis souvent que je travaille avec, sur et à propos de la musique. Et Give Me a Break, c'était pour moi aussi la première fois que je travaillais avec de la composition originale et que ouais, je travaillais vraiment à créer un espace d'écoute en plus d'être un espace de performance. Juste rapidement, je le disais que le contexte de naissance, c'était un peu la période des confinements. Est-ce que vous sauriez dire en quoi ça a été c'est corrélé, cette période-là, et qu'est-ce que ça a apporté à ce projet ? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que quand le premier confinement est arrivé, je pense que j'étais à un endroit de ma vie où j'étais très en doute. J'habitais à Bruxelles à l'époque. C'était pas la meilleure période de ma vie. Bruxelles, c'est pas forcément un endroit que j'affectionne, en tout cas comme lieu de vie. Et en fait, ça m'a mis dans des questionnements aussi sur pourquoi est-ce que j'avais déménagé à Bruxelles ? J'avais déménagé à Bruxelles parce que je travaillais avec des chorégraphes en Belgique. Pourquoi est-ce que j'avais déménagé à Bruxelles ? Est-ce que en fait j'avais vraiment envie d'être là ? Est-ce que si j'avais pas vraiment envie d'être là, ça voulait dire est-ce que j'avais vraiment envie de faire de la danse ? Et en fait, ça m'a mis face à plein de questionnements aussi sur mon rapport à la danse, sur mon rapport au métier de danseur et sur des questions liées peut-être à la notion de sacrifice, des choses comme ça. Du coup, ça m'a mis aussi dans un moment où j'étais là, il faut que je change mon approche vis-à-vis de la danse. Et après, le deuxième point, c'est que Give Me a Break, c'est vraiment quelque chose d'autobiographique. C'est vraiment un moment, c'est vraiment un spectacle qui retrace ce moment-là, en fait, pour moi, où dans cet épisode de dépression que j'ai traversé, je passais beaucoup de temps pour me calmer à écouter des méditations guidées sur YouTube et du coup à méditer, comme ça, à essayer de trouver une forme de calme, de paix. Et c'est aussi le moment où j'ai commencé ma pratique de DJ. Donc je me suis confronté à beaucoup de musique, des musiques plutôt rapides, plutôt des musiques très breakées, comme on dit, plutôt des musiques de rave, plutôt expérimentales, comme ça. Et en fait, c'est un peu ces deux pratiques-là qui m'ont permis de tenir le coup, j'ai envie de dire, et qui m'ont permis aussi de me retrouver à un moment où je m'étais complètement perdu. Eh ben, on va écouter la deuxième capsule avec la voix de Rarès. Give Me a Break est clairement la pièce de la rupture, c'est la pièce de la libération, de l'émancipation. Dans le parcours finalement assez jeune de Baptiste, parce qu'il a que 3 créations à ce jour, ce projet marque quand même une rupture. Ces 2 premiers projets portaient vraiment beaucoup sur des questions techniques, étaient des projets qui finalement étaient assez formels et marqué par une forme de tradition et une espèce de formalisme, certes questionné, forcé, déconstruit et thématisé, mais ça révélait déjà une forme de conflit quelque part avec cette tradition-là. Et avec Give Me a Break, j'ai vraiment le sentiment qu'il s'est autorisé enfin à investiguer sur d'autres terrains, à travailler différemment, que ce soit au niveau méthodologique et dramaturgique, mais aussi à l'épuiser dans d'autres formes de tradition peut-être moins académiques et opérer une forme de connexion à soi et à ses intuitions et à des thématiques qui intimement sont plus pertinentes, voire plus urgente dans son discours, qu'il soit chorégraphique ou artistique en général. Et c'est un souffle qui m'a saisi
qui a vraiment un effet libératoire aussi pour le spectateur que je suis à chaque fois. Il y a quelque chose d'extrêmement authentique et sincère dans la démarche, dans son incarnation. Et c'est une joie de pouvoir assister à la naissance d'un projet, de confirmer aussi le fait que les cheminements nécessitent du temps et de la confiance et du soutien pour que les artistes trouvent l'essence de ce qu'elles veulent dire et faire. Vous voulez réagir ? Je t'aime, Raresh. Qu'est-ce que vous vous êtes autorisé dans cette pièce que vous n'aviez peut-être pas encore exploré jusque-là ? Je pense que je me suis autorisé une forme d'authenticité. Je me suis autorisé à aller dans des endroits qui sont des endroits qui m'intéressent profondément. Disons que peut-être dans les premières pièces, j'avais une approche où je voulais plaire. Et je pense que je me suis un peu perdu là-dedans à faire des spectacles qui rentrent dans des cases, qui répondent à des codes esthétiques. Non pas que Gimme a Break ne rentre pas dans des cases ou ne répond pas à des codes esthétiques, mais j'ai vraiment fait confiance à ma sensibilité, à aborder et à travailler avec des choses qui me touchent. C'est Catherine Andréou qui dit que sa méthode, c'est la sensibilité. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui résume assez bien la direction que j'ai décidé de prendre à ce moment-là. C'est faire confiance aux choses qui me touchent. Entrons dans Gimme a Break un peu plus et je voudrais que l'on évoque la présence du son. Vous l'avez un peu dit au début que c'est vraiment un compagnon d'écriture. Vous avez un rapport presque charnel. Vous l'utilisez vraiment comme un ingrédient dramaturgique puissant dans votre écriture. Dans cette pièce-là, en l'occurrence, la présence du son précède le démarrage de la pièce. Pendant déjà l'installation du public dans ce temps de transition entre le dehors et le dedans des théâtres, le son, il habite déjà les espaces. Et puis d'un coup, vous vous détachez de la chaise où vous étiez installé pendant le temps de la transition et vous commencez à dessiner l'espace en installant des enceintes qui vont devenir aussi votre partenaire de danse tout au long de la pièce dans un dialogue qui alterne entre physicalité et suspension. Précisons ce rapport avec le son et d'où vient cette relation. Je l'ai dit aussi, vous avez une pratique de DJ, ça vient aussi justifier ou raconter des choses de ce rapport-là. Premièrement, moi j'ai grandi avec beaucoup de musique, mon papa il est musicien et je pense que du coup j'ai grandi en éduquant mon oreille. J'ai pratiqué la musique étant enfant mais j'ai jamais trop accroché, c'était pas le bon moment. J'ai beaucoup de regrets maintenant mais voilà, en fait c'est vrai que la musique c'est peut-être le médium qui me touche le plus, peut-être même plus que la danse ou la performance. Et en fait c'est un médium que je trouve très riche parce que il est vraiment du domaine du sensible, il est du domaine du souvenir. Enfin voilà, j'aime beaucoup la musique. Et oui, et pour moi c'est aussi, la musique a vraiment une valeur esthétique et critique, discursive que je trouve très riche. Et en fait j'avais envie justement de l'incorporer plus dans mon travail. C'est vrai que ma deuxième pièce Perfect Pitch avait de la musique live et c'était mon premier accès à créer un spectacle où la musique a une place centrale. Mais avec Gimme a Break, en fait j'avais vraiment envie de travailler avec le son comme matérialité. C'est-à-dire que du coup, il y a ces haut-parleurs qui sont des objets assez lourds que je manipule, mais il y a aussi un travail de spatialisation du son. C'est-à-dire que je vais poser un haut-parleur dans l'espace, mais en fonction de son orientation, la pièce est en quadrifrontale, en fonction de son orientation et en fonction de où le public est assis, il n'entendra pas le son de la même manière. Et du coup, c'est beaucoup de jeux de déplacer ces haut-parleurs et du coup de déplacer le son et en fait d'avoir vraiment un rapport au son qui est un rapport matériel. Et qu'est-ce que ça crée pour vous comme dialogue en tant que vous interprète avec votre physicalité là? Qu'est-ce qui vous permet ces passages ou cette alternance avec le son, avec ces espèces de paysages sonores que vous arrivez à installer autour de vous? Vous l'avez dit, l'espace est en quadrifrontal, le public il n'a pas la même place selon quel côté il a choisi depuis lequel regarder la pièce. Et d'ailleurs, pourquoi cette quadrifrontalité là? Quelles sont les intentions? Qu'est-ce que ça vient justifier? Encore une fois, j'imagine que rien n'est fait au hasard avec vous. En fait, du coup, dans cette idée de vouloir travailler le son comme une matérialité, pour moi, le quadrifrontal, c'est en fait déjà un moyen de créer un espace d'écoute. Et que du coup, en travaillant au déplacement
de ces haut-parleurs et du coup des sons qu'ils génèrent, ça me permet de déplacer le son et du coup de créer vraiment un espace où l'écoute et l'attention devient primordiale. Et après, voilà, tout le début de la pièce, c'est vraiment un travail de... En fait, chaque haut-parleur diffuse un son différent et je fais vraiment un travail presque de composition où je vais assembler tel son avec tel autre son. Et c'est vraiment aussi un état, pour moi, qui est un état d'écoute. J'ai l'impression que j'écoute et que je crée une architecture sonore dans l'espace. Et voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. En tout cas, c'est ça que je voulais faire. Et après, voilà, la musique de la pièce, elle est inspirée par la jungle music, qui est genre une des musiques de rave, qu'on appelle aussi drum and bass, qui est une musique qui se caractérise par ces samples de batterie hyper rythmiques, hyper rapides, très disruptifs, malgré la répétition, avec des basses qui sont très chaleureuses, comme ça, presque sensuelles. Et en fait, quand j'ai découvert la jungle, j'ai commencé à danser sur de la jungle, et j'ai vu aussi que c'était une musique qui m'a amené à bouger différemment. Et que du coup, déjà là, il y avait aussi presque un lien matériel avec la musique, dans le sens où c'était la musique qui me faisait bouger de cette manière-là. Et en fait, j'ai eu vraiment l'envie d'explorer plus cette idée de break, de rupture. Je commence en mouvement, je le finis pas, sinon je le répète à fond. En fait, travailler aussi à trouver des qualités différentes dans mon corps et à changer constamment, de manière aussi à, pour moi, me perdre et trouver un endroit vraiment de lâcher prise où en fait c'est le son qui me fait bouger. Donc voilà. Justement, vous le disiez tout à l'heure que vous aviez, pendant les périodes de confinement, vous vous êtes initié à une pratique de méditation guidée. Quand vous parlez de la pièce, vous faites le parallèle entre la méditation de la pleine conscience et le handbanging, en mettant justement cette tension entre les pratiques physiques un peu hardcore, avec des techniques un peu plus introspectives aussi. Peut-être dans ce cas-là, revenir sur ce mouvement de la tête aussi, que vous avez comme ça dans la pièce et que vous utilisez assez tôt, à ce moment où la physicalité arrive comme ça dans l'écriture, et dire comment cette juxtaposition de posé se traduit dans la structure de la pièce et dans l'expérience sensorielle aussi que vous voulez que le spectateur puisse aussi ressentir avec vous. En fait, moi, c'est arrivé très vite, le headbanging. Disons qu'à la base des bases, pour moi, il y avait la drum and bass. Je voulais travailler avec de la drum and bass et j'avais un désir de créer un corps traversé par une multiplicité d'états et de qualités. Et en fait, le headbanging, il est venu comme... En fait, moi, c'est ma réponse naturelle à la musique. J'entends de la musique, le premier truc que je fais, c'est bouger la tête. Peut-être préciser ce que c'est, ce mouvement ? Le headbanging, c'est un mouvement oscillatoire de la tête de l'avant vers l'arrière, qu'on retrouve beaucoup dans le métal, par exemple, ou dans la dubstep. C'est un mouvement assez violent, qui, pour moi, est intéressant parce que c'est un mouvement qui est lié au plaisir, lié à la joie, lié à la musique, mais qui, répété sur une longue durée, peut être genre vraiment douloureux et même dangereux. Et voilà, en fait, ce qui s'est passé pour les liens aussi avec la méditation, c'est que pendant ma résidence à l'abri, j'ai eu l'opportunité de créer un solo très court de 15 minutes qui s'appelait Meditation on Pretty Fast Music et qui prenait la forme d'une méditation guidée comme on trouve sur YouTube. Du coup, j'avais enregistré ma voix comme si en fait, j'étais en train de faire une méditation. Bonjour et bienvenue dans cette bulle de sérénité. Félicitations. Si vous écoutez cette méditation, c'est que vous avez fait le choix de prendre soin de vous. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris cette décision et vous remercier également de prendre du temps pour vous. Lors de cette séance, nous allons essayer de nous détacher des pensées négatives qui polluent notre quotidien. Rien de mieux pour cela que de se connecter à son corps, au beat et à l'instant présent. Du coup, dans la pièce, il y a cette méditation qui est interrompue par un moment de danse hyper excessif, comme ça, vraiment très intense, assez hardcore. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur Give Me a Break, c'était un peu dans la continuité en fait, de cette recherche que j'avais entamée avec Meditation Pretty Fast Music, sur cette idée de trouver du lâcher-prise, trouver de la catharsis à travers la musique, mais aussi à travers des pratiques de méditation. Et en fait, j'ai eu le désir de créer une pratique de méditation qui serait une pratique de méditation
transcendantal ou qui m'amènerait dans des états proches d'états de transe en fait. Et du coup, de me détacher de la narration que j'avais pu installer avec ce premier solo de 15 minutes pour rentrer dans quelque chose de plus pratique. Et en fait, c'est une méditation qui se fait avec un mantra. Ce mantra, c'est un sample emblématique des musiques breakbeat et du coup de la jungle, qui s'appelle le Amen Break, qui est un sample de batterie, qui est peut-être le sample de batterie le plus connu de l'histoire de la musique. Que en fait j'utilise et que je répète en boucle pour en fait rentrer dans un état de conscience altéré. Et donc par la répétition de ce mantra, ça me donne une constance rythmique dans laquelle en fait je peux évoluer avec ce mouvement-là du headbanging, pour trouver vraiment une forme de liberté en fait. Je pense qu'on contrôle industriellement les dépenses d'énergie et que la danse, effectivement, est une forme d'épuisement souverain, émancipateur, le paradigme d'une dépense qui serait complètement gratuite, qui serait dispendieuse, débordante, futile et en ce sens inutile. Et c'est là pour moi toute sa dignité. Alors effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans des sociétés industrielles, capitalistes et plus encore peut-être néolibérales, qui viennent organiser l'économie de nos fatigues. Celle de l'humanité, bien sûr, mais aussi celle de la Terre. L'épuisement, je crois, est la forme que prend le monde aujourd'hui, l'épuisement des ressources naturelles, bien sûr, mais encore la saturation des énergies nerveuses. Et on le voit peut-être à travers une figure historique qui est le burn-out. Après l'ascédie des moines médiévaux, la mélancolie des modernes ou le spleen des romantiques, mais aujourd'hui, on arrive à saturation dans des formes d'embrasement psychologique que sont le burn-out. Et ça, c'est pas nouveau tout à fait, hein. Nos sociétés modernes sont nerveuses, sont excitées depuis au moins la révolution industrielle. Elles poussent à cette dépense d'énergie. On pense à Breton, à Freud, à Nietzsche, et plus récemment à Virilio, à Bernard Stiegler, à Tristan Garcia, pour ne citer que. Ils s'accordent tous sur ce constat. L'intensité, la vitesse, le progrès sont quelque part le triumvirat de nos sociétés industrielles. Alors le prix à payer, bien sûr, c'est cette pression qui vient s'exercer sur nos corps, ces chocs, ces heurts, qui ont besoin de trouver des lieux et des moyens pour se décharger. Je crois qu'en fait, on vit dans une société où la fatigue est complètement culpabilisée. On ne nous laisse pas notre inactivité, on ne nous donne pas les moyens de nous ennuyer, de nous fatiguer correctement, sans que cela ne réponde à un paradigme de la productivité. Donc il faut se répéter les choses contre la doxa des sociétés capitalistes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et effectivement, l'expérience de la fatigue, elle a ceci d'irremplaçable qu'elle négocie avec une forme de vide, avec une forme de vacuité. Et cette vacuité, cette forme d'absence à soi qu'on ressent dans la fatigue, n'est pas une non-expérience. C'est au contraire l'expérience d'une phénoménologie de la lourdeur de l'existence, du poids de la lourdeur. C'est donc une expérience ontologique, c'est une expérience de l'être. La fatigue, quelque part, c'est toujours une rencontre avec soi, avec l'être dans toute sa nudité. Et il me semble que la danse, en tant que désœuvrement, c'est une forme qui s'épuise elle-même, qui est à la fois vouée à disparaître et condamnée à renaître, comme la vie, comme le désir. Votre pratique semble se nourrir d'une critique sociale et politique, notamment à travers l'idée de survie face au capitalisme. Ici, la voix de l'essayiste et critique Florian Guettet autour de l'essai Tout à danser s'épuise, où il explore l'opposition entre l'épuisement librement choisi et émancipateur de la danse et celui aliénant et productiviste que la société capitaliste impose au corps, en plaidant pour une réhabilitation de la fatigue comme expérience souveraine et désirable. Comment envisagez-vous la création comme un espace de résistance dans ce contexte, et plus précisément, comment une œuvre comme Give Me a Break peut-elle ouvrir un espace pour que les spectateurs et les spectatrices puissent aussi se réapproprier cette question de lâcher prise dans leur vie, dans la vie, dans nos vies? Du coup, en fait, en commençant à travailler sur Give Me a Break, et avec ce désir de travailler autour de la jungle, et aussi de par ma pratique de DJ, je me suis confronté à une culture qui est celle de la rave, que je pratique en tant que DJ, que j'ai étudié, disons, dans le but de comprendre aussi les origines de cette musique-là. Et en fait, pour moi, la rave, c'est justement un endroit du lâcher-prise. C'est un endroit qui est régi par ses propres règles, qui se passe la nuit, qui est vandale, qui est interdit, mais qui pourtant est un haut lieu du lâcher-prise en fait. C'est un endroit où les gens vont le week-end, comme on pourrait parler du club ou de la fête de village. C'est un endroit où les gens vont le week-end relâcher tous les démons qu'ils ont emmagasinés pendant la semaine au travail pour pouvoir en fait continuer à aller au travail.
Et en fait, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait en sortie de dépression, en sortie de burn-out. En fait, d'aussi parler de ces endroits-là qui sont nécessaires, essentiels à la survie, en fait, dans un système qui est je trouve, oppressif. Du coup, Give Me a Break, pour moi, c'est aussi une réponse à tout ça. Pour moi, c'est une espèce de savoir empirique. Je dirais que je ne suis pas un grand connaisseur du capitalisme, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Pour autant, je sais profondément que c'est un système productiviste qui m'a poussé dans des retranchements psychologiques. Et du coup, j'ai créé Give Me a Break vraiment en réponse à une situation, à un état. Et voilà. Et après, oui, c'est vrai que, pour rebondir aussi sur ce que dit Florian Guettet, je trouve cet extrait super, je ne connaissais pas du tout. Oui, l'espace de la rave, c'est un espace de danse gratuit, c'est un espace, en fait, c'est un espace de plaisir, c'est un espace de joie, de communion avec la musique. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ce que je cherche à faire au plateau, c'est aussi ça. C'est en fait, en poussant mon corps dans des états tellement extrêmes, dans une physicalité qui est finalement assez violente, j'ai l'impression que ça me permet en fait de me pousser dans mes retranchements et en fait oublier tout ce qui se passe autour qui peut influer sur ma psyché. Et bien justement ce titre, Give Me a Break, que l'on pourrait traduire je crois par Faites une pause. Si c'est ça, de quelle pause vous aviez besoin en faisant ce projet? Et je crois qu'il y a aussi une référence à une série dans son titre français 3 filles à la maison qui a été diffusée dans le Club Dorothée début des années 90. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors j'ai appris par la suite qu'il y avait une série qui s'appelait Give Me a Break que je n'ai jamais vue. Mais pour moi, Give Me a Break, en fait, c'est un jeu de mots. C'est Give Me a Break comme laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'une pause, lâchez-moi la grappe, mais c'est aussi le break, du coup le break de batterie. Et voilà, mais c'est un titre qui est écrit tout en majuscule, 3 points d'exclamation, un peu comme un cri, un peu comme un statement, mais comme une demande en fait. À un moment où en fait j'avais vraiment besoin d'un break, ce qui est paradoxal aussi avec finalement la proposition en tant que telle, qui est une proposition extrêmement demandante physiquement, extrêmement fatigante, mais qui en fait est aussi une proposition qui pousse au repos par conséquent. Vous pouvez voir Give Me a Break de Baptiste Cazaux les 7 et 8 février à la caserne à Bâle en Suisse, les 5 et 6 avril au Palais de Tokyo à Paris et le 25 avril au Cap à Bruges en Belgique. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute.